Alors ici c'est un projet, c'est un deuxième prototype d'habitat autonome. L'idée c'était d'imaginer une technique de construction simplifiée qui soit une structure bois avec une isolation avec de la paille et des enduits terre, qui soit facile pour les autoconstructeurs, donc qui ne demandent pas des savoir-faire techniques de professionnels, mais voilà, qui soit suffisamment simple pour que chacun puisse, via une petite formation ou un manuel de construction, réaliser soi-même son habitat autonome. Le but de l'habitat autonome, c'est des matériaux naturels pour avoir le maximum de confort et avoir quelque chose aussi qui séquestre du carbone, parce qu'en utilisant du bois, de la paille, en fait, au lieu de relâcher du carbone, ce qu'on fait quand on utilise du béton, par exemple, parce que le béton demande beaucoup de chaleur et donc c'est des produits qui relâchent énormément de CO2 dans l'atmosphère, ou la brique aussi. Quand on utilise des matériaux bruts et naturels comme le bois et la paille, en fait, le carbone qui a été capté par les arbres ou la plante de blé, par exemple, pour faire sa structure, c'était le dioxyde de carbone qu'il y avait dans l'atmosphère qui se retrouve dans la plante. Et du coup, cette plante ou cet arbre, on les utilise pour fabriquer notre maison. Donc on fait l'effet inverse de la construction conventionnelle. Donc ça a un impact aussi climatique indirectement, même si c'est microscopique à l'échelle individuelle, c'est quand même intéressant de le noter. Et donc l'un des avantages aussi, c'était que ces habitats soient très économes en énergie, c'est-à-dire que au niveau du chauffage notamment, la protection contre le froid, la protection contre le chaud aussi, excessif des canicules estivales, il est des très bonnes qualités thermiques. Par exemple, le premier prototype qui fait 35 mètres carrés qu'on a réalisé, il consomme à peu près 50 € d'équivalent bois par an pour le chauffage. Donc ça veut dire chauffer un an, 50 € de frais de chauffage. Alors ça c'est un enduit de terre-paille qui s'est appliqué sur un treillis en bois comme on voit sur cette façade là. Alors l'enduit de terre-paille se fait en 3 temps. Première étape, on fait une sorte de mélange avec de l'eau et des matières fermentescibles. Donc, ça peut être tout ce qui peut fermenter, donc qui contient des sucres, ou de l'azote. Donc nous on avait mis du fumier, on peut mettre de l'herbe, tout ce qui est vert par exemple contient de l'azote, ça va aider à la fermentation. On peut y mettre pourquoi pas du sucre, mais voilà, tout ce qui peut être des déchets et broyé, et on va laisser fermenter ça en remuant chaque jour pour apporter de l'oxygène et créer des fermentations en présence d'oxygène. Cette phase-là dure une semaine et ça nous donne une sorte de levain quelque part qui va nous permettre d'inoculer toutes les bactéries, les champignons qui vont se développer dans cette matière fermentescible, vont être introduits dans la bétonnière quand on va faire le mélange entre la terre et la paille. Donc la paille aura été passée à la tondeuse auparavant pour mettre des brins de paille pas trop longs, c'est-à-dire les bottes de paille comme on voit derrière moi ont des brins qui font entre 20 et 40 cm, c'est trop long, donc on les passe à la tondeuse jusqu'à ce qu'ils fassent une dizaine de centimètres. Bon, là on est dans la deuxième étape, c'est la préparation de l'enduit. Donc on coupe la paille, on tamise de la terre il faut qu'elle ait entre 10 et 20% d'argile, donc il faut faire des tests en fait avant sur la terre qu'on a chez soi, savoir est-ce qu'il y a de l'argile et combien il y en a, est-ce qu'il y en a trop, est-ce qu'il y en a peu ou pas assez ou pas du tout. Voilà, donc il y a des petits tests assez simples qui nous permettent d'estimer la proportion d'argile qu'on a dans sa terre. Parce que l'argile ça retient l'eau. Alors l'argile ça retient l'eau, mais surtout l'argile ça durcit, c'est comme une colle et c'est ce qui va donner la dureté de l'enduit. S'il n'y a pas d'argile, l'enduit va poudrer. Dès qu'on va passer sa main, il y a tout qui va tomber. Voilà, et sans argile, on arrive à des terres 100% sablonneuses ou alluvionnaires qui n'ont pas de tenue. Voilà, donc l'argile donne la tenue et la dureté en fait à l'enduit. Donc après avoir testé la terre, voir la quantité d'argile, on peut soit rajouter du sable s'il y a trop d'argile, soit rajouter de l'argile s'il n'y a pas assez d'argile. Voilà. Nous ici, on a la chance d'avoir une terre qui a la bonne proportion d'argile, à savoir à peu près 15%. Donc on l'utilise tel quel. Donc on la tamise grossièrement avec un tamis qui a une émaille de 2 cm.
On fait une barbotine, c'est-à-dire on met cette terre tamisée dans la bétonnière avec de l'eau pour faire une sorte de pâte à crêpes. Et donc là, on va voir que l'argile va donner une fluidité à la matière, comme la farine d'ailleurs dans la pâte à crêpes. C'est-à-dire que quand on passe la cuillère, ça glisse, ça colle, ça a une cohérence. Voilà. Et là, ça doit faire pareil dans la bétonnière. Et on va rajouter la paille. Donc il y a un mode, en fait, quand on fait notre première bétonnière, on regarde bien le nombre de seaux d'eau qu'on met, le nombre de seaux de terre, le nombre de seaux de paille. On fait la recette idéale et après on reproduit cette recette. Et donc l'idée c'est d'avoir un mélange qui est très fibreux quand même, où il y a pas mal de paille à l'intérieur, mais qui peut se modeler en même temps. Et au niveau de l'eau, il faut que ça puisse, comment dire, qu'il y ait une plasticité, c'est-à-dire un peu comme la pâte à modeler, où quand on passe la main, voilà, ça brille, ça colle, ça glisse, voilà. Mais c'est pas liquide non plus. Donc il y a une juste proportion à trouver. Et quand on l'a trouvé, on va faire la quantité d'enduit dont on a besoin pour faire le mur. Par exemple, là on avait défini qu'il nous fallait 1 mètre cube d'enduit pour faire ce mur plus le mur arrière. Et donc pendant une journée, les volontaires ici et les permanents ont fait que l'enduit jusqu'à avoir 1 mètre cube d'enduit. Chaque fois qu'on fait une bétonnière, on prend le mélange fermenté dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la première étape, on prend 1 litre à peu près, et on met 1 litre de mélange fermenté par bétonnière. Donc on inocule en fait le mélange. Et on stocke cet enduit sur une bâche qu'on va laisser fermenter pendant encore 1 semaine. Donc on bâche l'enduit, c'est comme du pain. Et donc ce mélange va fermenter pendant 1 semaine et là on va voir se développer des champignons, des choses blanches, des fils, des tas de choses. C'est signe qu'il y a de la vie et que la vie se développe et crée des molécules, synthétise des molécules en fait à l'intérieur du mélange qui vont après changer les qualités mécaniques de l'enduit une fois qu'il aura séché. Donc cette phase elle est très importante. C'est pour ça que en Afrique, on utilise souvent la bouse d'éléphant ou de vache, ou je ne sais de quel animal, pour l'introduire au mélange de terre pour faire les enduits qui vont servir à couvrir la surface des huttes ou des choses comme ça. Dans toutes les cultures, ça s'est fait parce qu'on s'est aperçu que le résultat était bien supérieur si on faisait ça que si on ne le faisait pas. La fermentation, par les molécules qui sont synthétisées par les micro-organismes vivants, ces molécules vont rester dans la structure de l'enduit et vont changer ses qualités mécaniques, c'est-à-dire sa résistance à la traction, sa dureté, etc. Et globalement, ça va faire une grosse amélioration des qualités mécaniques de l'enduit. C'est la journée des chiens. Et du coup, troisième étape, c'est après 1 semaine de fermentation du mélange, on pose l'enduit sur la structure en bois et derrière laquelle il y a la paille. Donc là, on voit, alors l'avantage c'est qu'ici on voit encore la structure en bois qui apparaît. La paille est derrière et donc on va venir avec nos boules d'enduit qu'on ramène ici avec un seau, remplir les interstices entre les lithos, c'est-à-dire les pièces de bois. Ça va venir se coller à la paille qui est derrière et ça va s'accrocher au litho comme une mâchoire en fait de part et d'autre. Et ensuite on vient recouvrir encore de 2 cm au-dessus des lithos pour vraiment avoir quelque chose d'homogène où on ne verra pas les fissures des lithos. Là on a quelque chose d'organique, où comme c'est posé à la main, il y a une irrégularité qui est normale, mais qui donne en même temps un cachet et qui donne une certaine sensation. Un petit charme. Ouais, un charme, moi que j'aime bien. Et après, alors ça peut être soit laissé tel quel quand on va passer la couche d'enduit de finition, parce qu'on peut aussi la passer à la main, la couche d'enduit de finition, donc on va reproduire en fait les irrégularités du mur. Soit on peut rectifier un peu, si on utilise une truelle et une taloche, qui va permettre de combler un peu les trous. Alors après c'est hyper créatif en fait la terre. On peut faire des moulures, on peut utiliser des oxydes pour colorer avec des terres blanches ou en rajoutant plus de sable, etc. Donc il y a plein de possibilités de créativité en utilisant la terre. L'autre avantage c'est qu'il n'y a pas de durcisseur, donc il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de chaux. Donc au niveau de l'application, on va être au contact direct de la matière avec ses mains, pas besoin d'avoir des gants. Et donc c'est très agréable à appliquer. C'est-à-dire
la matière ne va pas nous agresser comme ça le ferait si on utilisait un mortier à base de chaux ou si on rajoutait de la chaux dans la terre, parce que ça peut aussi exister. Par exemple, en extérieur, il faudrait que je rajoute de la chaux dans ma terre pour qu'elle résiste aux intempéries, parce que sinon, bien sûr, dès qu'il va pleuvoir dessus, ça va couler. En extérieur, on a aussi fait l'expérience, essayer de, à la place d'utiliser de la chaux, quand on a fait notre mélange à la bétonnière, d'utiliser une mayonnaise faite à base d'huile de lin. Donc des jaunes d'œufs, de l'huile de lin, et on rajoutait à peu près 1 litre de mayonnaise par bétonnière. Parce que l'huile de lin a la capacité de durcir à l'oxydation en présence d'oxygène. C'est une sorte de vernis naturel. C'est pour ça qu'on l'utilise en boiserie. Parce qu'en fait, au contact de l'oxygène, l'huile se durcit. Il y a un processus d'oxydation chimique qui fait qu'elle devient dure. Et donc ça, ce phénomène, on peut l'utiliser donc dans les enduits. Si on met l'huile de lin dans l'enduit, on va avoir une relative stabilisation de l'enduit vis-à-vis des intempéries, du vent, de l'eau, de la pluie. Et donc nous, notre façade, donc là ça a été zéro durcisseur, hein, pas de chaux, pas de ciment bien sûr. Donc 100% des produits naturels. Et en fait, on a fait la façade il y a 7 ans. Donc elle a été aux intempéries pendant 7 ans. Et alors il y a une petite usure hein, qui est normale quand même. Mais elle a quand même très bien tenu pendant 7 ans. Je pense qu'on sera obligé peut-être de la rafraîchir au bout de 10 ans. Ce qui est quand même pas mal. Le bâtiment, le premier qu'on a fait, il fait 35 mètres carrés. Il nous a coûté à peu près un peu moins de 7 000 € de matériaux. Et je pense qu'il faut compter, en termes de temps de travail, il faut compter peut-être 4 mois de travail à 2 personnes. Mais ça, c'est encore à préciser, parce qu'on n'a pas noté les périodes de travail pour réaliser l'habitat. Et ensuite, cet autre prototype qui utilise plus de matériaux. On voit la surface par exemple de la façade, c'est de la laine de bois compressée. Ça c'est un matériau qui coûte plus cher que du bois brut ou de la paille. Mais on a fait le choix de tester d'autres aménagements au niveau de la constitution des parois, des murs, un peu plus complexes, un peu plus cher parce qu'on utilise ces matériaux écologiques mais quand même industriels. Et du coup, là, le bâti, il fait 24 mètres carrés au sol et je pense qu'il va être autour de 4 500, 5 000 €. Donc sans compter la main-d'œuvre, mais seulement tous les matériaux qu'on utilise, c'est autour de 4 500 €. Ouais, tous les matériaux. Ouais. Et donc on se rend compte qu'on peut avoir une maison avec 4 500 €. Ah oui, bien sûr. Ouais. Donc nous, 4 500, 5 000 €, on va dire, ça va être avec clé en main, c'est-à-dire avec la cuisine, avec les chambres, avec les cloisons, avec les portes, avec les fenêtres, avec l'électricité, tout prêt en fait. Hein. C'est pas uniquement le gros œuvre. Hein. Donc il y a une salle de bain, une chambre, une cuisine et un salon. Séjour, ouais. Alors cuisine, séjour, chambre et salle de bain. Voilà. Ça reste du petit habitat, mais bien organisé, bien aménagé, c'est très vivable. C'est aussi une relation à l'usage des habitats ça peut nécessiter un peu un cheminement personnel de se dire de combien de mètres carrés j'ai besoin pour vivre et pour vivre bien, pour avoir tout le confort nécessaire. Souvent on a des maisons, des habitats beaucoup trop grands et en plus du coup beaucoup trop grands mais il faut chauffer donc on a des charges énormes alors que dans les faits on pourrait vraiment réduire nos surfaces de vie tout en gardant 100% du confort en fait. Hein. Voilà, c'est des habitudes aussi d'usage qu'il faut questionner parce que quelque part, si cet habitat il utilise peut-être 10 ou 20 € de chauffage par an, peut-être zéro, je ne sais pas, parce que quand on prend sa douche ou quand on fait la cuisine ou quand on allume l'ordinateur, on fait suffisamment de chaleur quasiment pour chauffer l'habitat. Donc c'est possible que ça tombe quasiment à zéro pour la charge en énergie de chauffage. C'est quand même globalement l'impact que ça a sur la planète, sur l'équilibre global et sur la consommation énergétique, c'est quand même hyper important.
intéressant. Et hyper inspirant de se rendre compte qu'on n'a pas besoin peut-être de faire un prêt de je sais pas combien de milliers d'euros pour avoir une maison à soi. Bien sûr, bien sûr. On peut effectivement imaginer la rentabiliser sur 1 an, 2 ans, parce que c'est des coûts tellement bas. Et puis l'autre chose qu'on ne voit pas, c'est ça nécessite quand même une implication personnelle. C'est-à-dire il faut quand même passer à l'acte et faire sa maison soi-même. C'est un défi aussi. Et donc c'est une expérience humaine qui est très très enrichissante. Parce que construire soi-même ce qu'on va habiter après, son cocon, sa maison, la maison, ça a une valeur symbolique forte, c'est ce qui nous protège, c'est le lieu dans lequel on vit une grande partie du temps de notre vie, et du coup c'est quand même intéressant de pouvoir faire soi-même, modeler, construire, créer son environnement et ce lieu particulier de son environnement qui est la maison. Et toutes les personnes qu'on a pu rencontrer qui ont eu des expériences d'autoconstruction, parce que on avait organisé des stages d'accompagnement des autoconstructeurs à un certain moment donné, on avait pas mal de retours. Et le retour numéro 1, c'était pas l'efficacité de la construction ou sa beauté, c'était l'expérience humaine et l'enrichissement que les gens avaient vécu en construisant leur maison. C'est toujours ça qui arrivait en premier en fait dans les retours. Et ça, je pense que du coup, c'est quelque chose qui est marquant dans une vie. On a fait sa maison, on a créé quelque chose et c'est inscrit dans notre histoire et voilà, c'est très important.